C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La restauration des terres et relance économique post-pandémique, la résilience aux sécheresses, le rôle de la jeunesse dans la gestion du foncier, l'impact des modes de production et de consommation sur la gestion des terres et le genre et la sécurité alimentaire constituent des thématiques abordées durant les travaux de la COP 15 en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien, nous verrons comment améliorer durablement la vie et le bien-être. Et pour en discuter, nous recevons Dr Jean-Marie Vianney Yameogo. Il est le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Organisation mondiale de la santé. Bienvenue, docteur, sur notre plateau. Merci beaucoup. Lors de cette COP 15 en Côte d'Ivoire, vous êtes dans la commission santé parlant de l'OMS de façon concrète. Alors, dans cette commission, quelles sont les tâches qui sont dévolues lors de cette COP 15 ? Merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons appuyé le ministère de la Santé à travers cette sous-commission santé, effectivement, pour garantir un environnement sain à tous les participants. À commencer d'abord par un centre de dépistage Covid, dans lequel nous avons mis en place ce que nous appelons tous les mécanismes et les activités de prévention et de contrôle de l'infection, pour que les gens puissent avoir leur test rapidement et qu'ils puissent avoir toutes les conditions requises sur le plan individuel. Un autre aspect, c'est que nous avons travaillé aussi au niveau des espaces. D'abord, les lieux de la réunion. Vous savez qu'il y a beaucoup de participants, des milliers, alors il faut tout le temps décontaminer. Et pour décontaminer, il faut des produits homologués par l'OMS. Et nous sommes assurés que ces produits sont aux normes pour la décontamination, pour que les participants, après chaque session, aient une ambiance vraiment saine et puissent travailler. D'accord, avec vous nous parlons d'environnement et de santé, les nombreux problèmes que rencontre l'environnement à l'échelle mondiale. Quel est leur impact sur la santé des populations? Oui, il faut savoir que tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons, et en passant par là où nous travaillons et là où nous résidons, là où nous dormons, il y a un lien intime entre l'environnement et la santé. Prenons d'abord ce que nous consommons, que ce soit la boisson, que ce soit les aliments, ça doit être sain. Il nous faut de l'eau potable. Il nous faut également avoir des aliments sains, comme on le recommande les fruits et légumes tous les jours. Il faut aussi que notre environnement de travail soit également sain, comme ici votre plateau, et également là où nous résidons, en termes d'assainissement, en termes également d'absence de pollution. Vous savez que ce que nous respirons, ça doit être de l'air qui soit pur et pour qu'il n'y ait pas des effets qui puissent nuire à la santé. Alors, il y a un lien étroit entre l'environnement et notre santé, et c'est intimement lié. D'accord, et surtout, vous parlez tout à l'heure de la pollution, de l'air, tout et tout. Si on veut voir à l'échelle un peu plus grande, à l'échelle un peu plus globale, avec les engagements des différentes puissances par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, à quel niveau est-ce que nous en sommes véritablement? Parce que les continents qui polluent le moins souffrent énormément. Oui, tout à fait. Je vais d'abord vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que 24% des décès que nous enregistrons de manière globale sont liés à l'environnement, aux effets de l'environnement. 24%, c'est quand même énorme, c'est un quart. Et ensuite, il faut savoir que les effets de la pollution, que vous prenez la pollution et de l'air ambiant, de l'air que nous respirons, ça affecte en termes de décès près de 4 200 000 personnes qui décèdent chaque année, liées à la pollution de l'air ambiant. Ça veut dire qu'ils sont dans un environnement où on respire de l'air qui n'est pas pur. Alors, et lorsqu'on revient même à la pollution qui se passe au niveau des ménages, vous savez que les ménages dégagent aussi un certain nombre d'oxyde de carbone, qu'on utilise le charbon pour faire les repas, qu'on utilise le bois de chauffe. Ça aussi, ça entraîne des décès que l'OMS estime à près de 3 800 000 personnes qui meurent du fait de cette ambiance qui n'est pas bonne. Alors, l'impact est certain. Et si nous ne faisons rien, dans le monde, l'OMS estime que entre 2030 et 2050, il y aura beaucoup plus de décès dans le monde liés justement à cet effet de pollution. Est-ce que l'OMS estime qu'il y a beaucoup qui font des efforts et certains non? Beaucoup font des efforts. Et l'appel qui a été lancé, que ce soit à ces différentes réunions de l'Assemblée mondiale de la santé, où les États membres ont été engagés, l'appel c'est de d'abord faire un état de lieu complet. Vous savez, pour mieux adresser une situation, il faut faire une analyse situationnelle complète. Les pays se sont déjà engagés dans ça. Ça, c'est une avancée majeure. Tous les pays aussi ont élaboré des feuilles de route pour pouvoir justement, cette question de réduction, que ce soit les gaz à effet de serre ou que ce soit tous les autres éléments,
liées à la destruction de l'environnement. Après ces feuilles de route, les pays se sont engagés à travailler ensemble, à travers l'intersectorialité, à mobiliser les ressources, et surtout l'OMS a aidé les pays à avoir des indicateurs de progrès. Alors, il faut dire qu'en termes de progrès, si on prend par exemple l'accès à l'eau potable, l'OMS a fait une étude entre 2016 et 2020 et on a vu que l'accès à l'eau potable est passé de 70% à 74%, ce qui n'est pas mal. Et l'accès à l'assainissement par les individus est passé donc de 46% donc à 54%, ce qui n'est pas également négligeable entre 2016 et 2020. Mais beaucoup de choses restent à faire encore. D'accord, très bien. En 1993, l'OMS a produit un rapport sur la santé, l'environnement et le développement. Dans ce rapport, il est dit que les pressions démographiques croissantes, les modes de consommation excessifs et insoutenables et la croissance exponentielle des niveaux de pollution menacent l'intégrité même des écosystèmes et la santé de tous les habitants du globe. Alors, depuis qu'un tel rapport a été produit, quelle a été la suite de façon concrète sur le terrain? Okay. Prenons l'impact d'abord sur l'accès à l'eau potable dont je viens de parler. Vous savez que lorsque l'environnement est atteint, on peut avoir tous ces effets de désertification, et ces effets de sécheresse qui vont faire en sorte que l'accès à l'eau potable soit limité. Alors, des progrès ont été faits, mais ça reste encore à faire parce que nous avons dans nos structures de santé, près de la moitié des structures de santé dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas de structure d'eau au niveau des services de santé. Alors, l'effort qui a été fait, c'est selon les pays. Mais pour nous, les pays en développement, notamment dans notre région africaine, les progrès sont très lents. Et nous sommes aujourd'hui autour d'un tiers encore des formations sanitaires qui n'ont pas d'adduction d'eau potable. On était à 50% il y a 10 ans, on est à un tiers maintenant qui n'a pas accès à l'eau potable. Et quand on prend les mesures d'assainissement, à savoir avoir des latrines propres, avoir des toilettes individuelles, on est également à la moitié de la population qui n'a pas accès à cela. Et avec plus de 500 000 personnes qui font encore, 500 millions de personnes dans le monde qui font encore de la défécation à l'air libre. Alors, les efforts sont mitigés, mais c'est très lent, les progrès sont très lents au niveau des pays africains. D'accord. Lorsqu'on regarde tous ces différents chiffres, on se pose la question de savoir quel est le positionnement de l'OMS par rapport à tous ces différents États. Est-ce que l'OMS se positionne en tant que conseiller, represseur? Oui. L'OMS a considéré le changement climatique comme étant la plus grande menace de santé publique actuelle, le changement climatique. Parce que le changement climatique joue sur des vulnérabilités. D'abord, lorsqu'il y a changement climatique, que ce soit la désertification ou et les effets liés à la sécheresse, à la destruction du sol, il y a d'abord, dans un premier temps, des facteurs démographiques. Ouais. Et ça affecte l'homme. Les gens vont bouger, ils vont quitter les champs, ils vont aller ailleurs. Et lorsqu'on regarde ce qui est vulnérable également à l'homme, du fait de cette désertification, c'est l'écosystème qui a changé. Vous avez des maladies vectorielles qui vont éclore. Regardez par exemple l'écosystème, les biotopes par exemple, où il y avait les chauves-souris, où il y avait les moustiques, mais ils se retrouvent maintenant en ville. Les chauves-souris se trouvent maintenant dans nos grands immeubles. Vous voyez, il y a un impact sérieux parce que leur biotope a été détruit, naturel a été détruit. Alors, nous avons cet environnement qui est pollué, qui entraîne cette éclosion, je disais tantôt, des moustiques dans nos villes, que ce soit la mauvaise gestion des eaux usées, les objets contenant de l'eau stagnante, etc., qui vont entraîner et le paludisme, et la dengue, et la fièvre jaune, et tout ce qui est maladie vectorielle. Donc, il y a un impact sérieux entre ces effets-là, si bien que nous considérons ces changements climatiques comme étant une grande menace de santé publique à l'heure actuelle. D'accord. Quand on regarde la COP15 que la Côte d'Ivoire organise, beaucoup de populations ont l'impression qu'il s'agit des chefs d'État, il s'agit seulement des personnes qui sont dans des hauts lieux, comme on peut le dire. Mais quelle est la responsabilité des populations? La COP, elle va prendre fin, mais la suite serait laquelle? À quel niveau l'OMS lance un appel certainement aux populations elles-mêmes? Oui, il faut voir la COP15 comme étant une traduction de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et que vous preniez l'objectif de développement durable numéro 6 qui parle de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, les ODD 13 qui parlent du changement climatique. Alors, il faut que la population comprenne que la COP15, c'est une des stratégies de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés. Tout le monde est concerné. Elles sont concernées et elles vivent dans des environnements de plus en plus changeants. Qu'est-ce qui va changer après la COP? C'est l'initiative d'Abidjan, où tout le monde sera impliqué.
Et ils verront dans leur quotidien qu'il faut maintenant jouer sur la lutte contre la déforestation. Parce que cette initiative vise à ce qu'on préserve au moins 20% des terres d'ici 2030. Il y aura un impact sur la vie des Ivoiriens, il y aura un impact sur la santé, de manière évidente, parce que plus on a du vert, si on peut parler ainsi, mieux on aura de l'oxygène pour respirer et également on aura beaucoup de personnes en bonne santé, parce qu'il faut y vivre, il faut y travailler, il faut avoir des aliments, on va faire pousser des végétaux, on va s'alimenter plus sainement et l'environnement au quotidien sera amélioré. Nous espérons que cet appel aura été entendu. Merci, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de la santé et de l'environnement en marge de la COP15 organisée ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.